Si vous pensiez connaître les monstres de poche, l'envers du décor risque de vous surprendre. Derrière chaque créature se cachent des inspirations, une histoire, des controverses. Certains racontent que sous les strates d'un imaginaire édulcoré se tapissent des secrets indicibles. Il est temps de partir sur les traces effacées par le Pokédex. Tournons les pages du livre des monstres et oublions-nous au verso. Un Pokémon étrange apparaît. Florizarre. Créature lugubre auréolée des lueurs dégoulinantes de la pop culture. Un monstre surprenant, car rien ne laissait penser qu'il serait imprimé sur le devant de dizaines de millions de cartouches de Game Boy. En 1990, quand le projet Pokémon avait encore pour titre Capsule Monsters, une version prototype de la créature jonchait les feuillets de présentation du jeu aux côtés de 31 autres bestioles. À ce moment, le concept d'évolution n'existait pas. Beta Florizarre était un Pokémon unique, au design assez éloigné de sa version finale. Sachant que la plupart des petits monstres couvrant les pages du projet Capsule Monsters s'inspiraient de kaiju, la bestiole rabougrie surmontée d'une fleur énorme pourrait alors trouver ses racines en Juran, créature apparue sur les écrans japonais en 1966 dans la série Ultra Q. Plante ancestrale et maléfique, Juran remonte à la surface après un tremblement de terre, à la suite de quoi le monstre sème le chaos grâce à ses lianes délétères, détruisant une partie de la ville. Juran finira par enserrer un building, isolant les victimes du bâtiment et drainant leur sang pour se régénérer. Un procédé qui n'est pas sans rappeler l'attaque Vampigraine, qu'apprendront Bulbizarre et ses évolutions dans Pokémon Rouge et Vert. Si l'idée de proposer des starters de 3 types s'est imposée au milieu du développement, il en reste que les airs sinistres de Beta Florizarre n'en faisaient pas le compagnon idéal pour le joueur, comme le relate Ken Sugimori. Au début, j'étais très influencé par l'appellation « monstre », et tous mes designs comportaient des créatures à l'aspect menaçant. C'est là que nous avons réalisé qu'il en fallait aussi des mignons. À l'époque, nous n'avions pas beaucoup de concepteurs en interne, donc je m'occupais seul de la majorité des créations. Mais j'avais du mal à concevoir des monstres mignons. J'ai alors pensé qu'une touche féminine nous aiderait, et c'est pourquoi nous avons fait appel à Madame Nishida. Recruté en 93, on demande à Atsuko Nishida de se baser sur Florizarre pour créer 2 préévolutions. La jeune femme invente alors Bulbizarre, Fushigi Dane en japonais. Fushigi veut dire mystère ou bizarre. Et Dane, qui devient Dane en deuxième partie de mot, se traduit par graine. Fushigi Dane a donc le premier sens de graine bizarre. Mais Dane ressemble aussi à la contraction de Desune, qui veut dire n'est-ce pas. Imaginez donc 2 chercheurs japonais qui seraient au-dessus d'une bestiole étrange. Le premier demanderait alors Fushigi Dane ? C'est bizarre, n'est-ce pas ? Dans l'animé, le Pokédex souligne que les spécialistes ne savent toujours pas si Bulbizarre est un Pokémon animal ou un Pokémon plante. Depuis, Ken Sugimori et Atsuko Nishida ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une grenouille. Au vu de son type et de ses caractéristiques, le Pokémon pourrait principalement s'inspirer de la Dendrobatidae, une espèce d'Amérique du Sud à la peau tachetée. Et si la plupart des amphibiens vivent dans l'eau ou près de l'eau, la Dendrobatidae a la particularité d'être arboricole, ce qui la rapproche de Bulbizarre. Mais l'espèce est surtout réputée pour être l'animal le plus toxique au monde. La Dendrobatidae stocke son poison dans des glandes sous la peau, et un contact suffit pour que la victime soit contaminée. Au-delà de cet aspect, le plus intéressant dans le choix d'une grenouille comme Pokémon de départ, c'est toute la symbolique qui s'en dégage au Japon. Traditionnellement, on accorde aux grenouilles des facultés mystiques. Le mot japonais pour grenouille, kaeru, sonne à l'identique de kaeru, qu'on peut traduire par retour. Il est ainsi attribué à la grenouille l'aptitude de revenir chaque année à l'étang de sa naissance, et cette capacité en a fait l'animal protecteur des voyageurs. Le mémo-chain du Trainer's Guide aiguille le dresseur vers ce Pokémon. Les joueurs débutants sont encouragés à choisir Bulbizarre. Il est très efficace contre les Pokémon de pierre. Il vous rendra le début du jeu plus facile. Les archives de Kanto précisent que l'étrange graine sur le dos de Bulbizarre grandit avec lui depuis sa naissance. S'il n'y a pas grand-chose à dire sur le bulbe en lui-même, mis à part que celui-ci ressemble à un oignon, on en apprend davantage lorsque le Pokémon évolue. La plante sur le dos d'Herbizarre ressemble à un bouton de tulipe cerné de feuilles exotiques, pouvant s'apparenter à celle d'un bananier. Mais surtout, le Pokémon nous lance sur une piste inespérée. Dans les versions rouge et verte japonaises puis rouge et bleu, on apprend qu'Herbizarre semble perdre son habileté à se tenir sur ses pattes arrière à mesure que son bouton grossit. Le sprite du Pokémon dans les versions rouge et verte va dans ce sens. Herbizarre semble écrasé sous le poids d'une plante imposante.
La créature présente alors d'étonnantes similitudes avec Beta Florizarre. Toujours dans les versions rouge et verte, le sprite de Florizarre expose lui aussi une créature écrasée, pas très différente de sa version bêta. Des 3 Pokémon, seul Bulbizarre se tient droit sur ses pattes. Si le tir a été corrigé après coup, quand Sugimori s'est penché sur les illustrations de la ligne évolutive, les sprites des versions japonaises restent les derniers vestiges du plan initial concernant Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre. Plutôt que de vivre en symbiose, les 3 créatures devaient endurer la fleur poussant sur leur dos, jusqu'à l'agonie. Survient une question. La plante liée à la famille de Bulbizarre serait-elle une plante parasite ? En japonais, Fushigiso se traduit littéralement par « herbe bizarre ». Mais ce nom cache un second sens, venant poursuivre le dialogue entre les 2 chercheurs. Quand le premier demande au second « Fushigedane, c'est bizarre, n'est-ce pas ?» L'autre lui répond alors « Fushigiso ». En effet, c'est bizarre. Lors d'un examen détaillé, on s'aperçoit qu'Herbizarre présente des caractéristiques physiques laissant penser que la lignée de petits monstres ne tient pas seulement de la grenouille, mais aussi du Dicynodonte, un mammifère herbivore apparu pendant le Permien. Étymologiquement, Dicynodonte signifie chien à 2 dents, à cause de ses 2 défenses pointant vers le bas, un attribut qu'on retrouve également chez Herbizarre. Comme le Pokémon, le Dicynodonte est d'ailleurs de morphologie trapue, avec un corps en tonneau et des membres courts. La bête est végétarienne et sa bouche en forme de bec lui permet d'arracher la végétation. Enfin, on représente souvent les Dicynodontes dans des couleurs tirant sur le bleu et le vert, une teinte particulière qu'on retrouve dans le cas d'Herbizarre. Le succès de Jurassic Park au Japon et toute la dinosaure mania en ayant découlé se fait ici ressentir à travers les créations de Game Freak. La question est maintenant de savoir si Florizarre, lui aussi, fut impacté par le phénomène. Premier constat, l'écart de design entre le Pokémon et ses formes inférieures. En concevant Bulbizarre et Herbizarre, Atsuko Nishida a répondu à la demande de créer des créatures attrayantes. En finalisant Florizarre, Sugimori n'a pas pu s'empêcher de laisser transparaître son goût pour les monstres effrayants. Abandonnant les tâches de ses préévolutions pour une peau verruqueuse, Florizarre semble être une version géante du crapaud commun, petite bestiole qu'on trouve en Europe et en Asie. Beaucoup de joueurs ont longtemps pensé que Florizarre était avant tout un dinosaure. Le voir bondir dans Pokémon Let's Go en a surpris plus d'un. Pourtant, la carte Florizarre X de l'extension Génération parue en 2016 présentait déjà le Pokémon avec l'attaque Bonde Grenouille. Avec ses membres courts, le crapaud commun se déplace lentement, mais s'il est inquiet, il peut s'éloigner à petits bonds. Pour se protéger de ses nombreux prédateurs, l'amphibien produit un venin contenant des agents toxiques, parfois hallucinogènes, un moyen de justifier le type poison de Florizarre. Ces substances sont capables de venir à bout d'un chat ou d'un chien, mais le plus souvent, leur odeur nauséabonde suffit à repousser les autres animaux. Ce qui est intéressant dans le cas de Florizarre, c'est qu'à l'inverse, il semble réussir à appâter les Pokémon. Et ces toxines de crapaud n'y sont pour rien. Cette aptitude, Florizarre la doit à la fleur qu'il a sur le dos, maintenant éclose. Le nom japonais du Pokémon, Fushigabana, signifie « plante étrange ». La fleur sur le dos de Florizarre est une Rafflesia arnoldi, une plante des régions tropicales qui peut atteindre 1 mètre de diamètre. Les anglophones ont tendance à l'appeler lys cadavérique, en raison de la puanteur qui s'en dégage. Cette odeur de charogne attire les mouches, qui viennent polliniser la fleur. Ainsi fécondée, la Rafflesie développe un fruit qui se fait ensuite manger par de petits animaux. Les graines sont dispersées dans leur déjection et s'épanouissent d'une étrange façon. En effet, la Rafflesie est une plante parasite. Les graines se développent dans les tissus d'une vigne tropicale, la Tetrastigma. Comme la Rafflesie ne possède pas de chlorophylle et est incapable de photosynthèse, elle dépend entièrement de la vigne qu'elle parasite puisqu'elle absorbe une partie de ses nutriments. Une fleur finit par sortir de la tige du tétrastigma parasité, sans toutefois tuer son hôte. Dans les jeux, la Rafflesie parasite un hôte légèrement différent puisqu'il s'agit de Florizarre. On avait pu le constater auparavant, le Pokémon doit s'adapter en fonction de la plante sur son dos et la nourrir. Mais au vu des yeux sans vie de Florizarre, on peut se demander si la Rafflesie n'a pas complètement transformé son hôte en zombie. Dans l'épisode 48, l'infirmière Joël souffle quelques mots sur un événement mystérieux. Il paraît qu'à un certain moment de l'année, tous les Bulbizarres du monde se rassemblent pour leur grande cérémonie de l'évolution.
Personne ne sait quand elle a lieu. La date change tous les ans. Mais il semblerait qu'elle corresponde au jour où toutes les planètes du système solaire sont alignées par rapport à la Lune. C'est magnifique. Nuit violette surréaliste orchestrée par un Florizard inquiétant, la cérémonie de l'évolution a des airs de procession occulte. Elle peut renvoyer à une célébration pratiquée dans le Wicca, un mouvement religieux vouant un culte à la nature, basé sur d'anciennes croyances païennes comme le chamanisme ou la sorcellerie. 13 fois par an, les soirs de pleine lune, les Wiccans célèbrent l'Esbat. Autrefois, c'était l'occasion pour les sorcières de se réunir dans les bois ou chez l'une d'entre elles, profitant alors de l'influence de la lune pour jeter des sorts. Dans sa symbolique, le crapaud a longtemps été associé à la sorcellerie, et la bave de crapaud reste aperçue comme un ingrédient indispensable chez les sorcières dans l'imaginaire collectif, probablement pour les propriétés hallucinogènes de certaines de ces créatures. Présenté dans la Bible comme l'une des 10 plaies d'Égypte, on décrivait le crapaud comme un animal maléfique au Moyen-Âge. On pensait que les femmes accusées de sorcellerie possédaient un familier qui les assistait. Parmi eux, le crapaud, alors considéré comme un démon de bas étage, pouvant changer de forme pour espionner les sorcières ennemies ou s'envoler pour le sabbat. Dans la cérémonie de l'évolution, Florizard se révèle être un être mystique au contrôle de la nature, le chef d'une procession occulte de fidèles Bulbizarres. De l'influence du kaiju Juran à la plante parasite, des grenouilles protectrices aux crapauds venimeux, les influences accompagnant Bulbizarre, Herbizarre et Florizard sont variées, mais partagent un parfum de mystère et d'étrangeté. La lignée porte bien son nom. C'est étrange, n'est-ce pas ? En effet, c'est étrange. Merci d'avoir regardé cet épisode. Comme c'était le cas pour Palartichaut, on renouvelle le partenariat avec Nicolas des éditions Stamnos. Cette fois, il a réalisé une estampe d'un Florizard ultra flippant. Donc si vous voulez vous en procurer une, ça se passe sur son site, c'est une façon de soutenir la chaîne. Donc voilà, les liens sont dans la description. Cet épisode, c'était le premier d'une trilogie, et je vous promets que pour la suite... Non, je vous dis rien, je vous laisserai voir ça.